Ce rapport au mot, c'est quelque chose qui est assez ancien, c'est-à-dire qu'on est entré dans un monde de la rapidité, de l'urgence, un monde où le format idéal, c'est le petit format. C'est à la fois la culture donc, de la brièveté, c'est en même temps la culture du zapping. Effectivement, il s'agit d'entrer dans une séquence, ça correspond vraiment exactement à notre nouveau désir de lire et d'apprendre. Mais on l'avait fait à l'INSEC, et on le fait à l'INSEC depuis plus de 10 ans, où on publie chaque année, pour les prépas HEC, les mots donc, de l'année. Voilà pourquoi, si vous voulez, quand on parle du goût des lexiques, je crois que c'est pas simplement le fait de jouer avec des mots et d'utiliser une sorte de petit gadget éditorial. Je crois que ça correspond aussi à un mode de lecture, la lecture de la brièveté, entrer dans le particulier, et en même temps, un mot, c'est facile à retenir. Un mot, c'est à la fois un mot de passe, c'est un signe de reconnaissance, c'est aussi quelque chose qui peut être assez étonnant. Donc effectivement, il y a un plan, et ce plan va de ce qu'il y a de plus évident, c'est-à-dire qu'on a retenu un mot parce qu'il fâchait, donc la première partie, c'est les mots qui fâchent. Ensuite, l'usage politique que nous avons des mots, c'est un usage rhétorique, c'est les mots qui anesthésient. Ensuite, il y a la troisième partie, sont les mots qui étonnent. Et enfin, la quatrième entrée, c'est les mots auxquels vous avez échappé. Pourquoi des mots peuvent fâcher? Action de classe, arbitrage, braquage, règlement de compte, coronavirus, cumul, Depardieu, eau, fait mal. Voilà, donc vous remarquerez que c'est des mots qui fâchent parce que la réalité qui est donc derrière ces mots-là est une réalité qui a fait en quelque sorte les gros titres des faits divers ou les gros titres de la presse dans l'année. Je pense par exemple à Marseille. Marseille, effectivement, qui, du fait de l'explosion de la délinquance, ça fâche parce que ça renvoie bien sûr à des faits divers, ça renvoie à des tragédies, ça renvoie à des échecs, ça renvoie aussi à des polémiques et à des débats. Action de classe, c'est pour les juristes, c'est une innovation juridique, puisque désormais, sur le modèle anglo-saxon, il est possible, en effet, dans certains cas particuliers qui sont liés effectivement donc à la consommation, de constituer des actions de classe, c'est-à-dire collectives, contre des grandes entreprises qui permettent justement au pot de terre de ne plus se fracasser contre le pot de fer. Alors, ce qui m'intéresse dans l'action de classe, c'est pas tellement la question de savoir si c'est juste ou pas juste, c'est tout simplement la modélisation sur le droit anglo-saxon. Il y a une évolution bien sûr très appuyée depuis quelque temps vers le droit anglo-saxon, et l'action de classe, c'est typiquement, effectivement, le ressort d'un certain nombre de films américains que vous avez déjà vus, du type Affaire Pélican, ou effectivement des actions de classe contre les cigarettiers, etc., etc. Donc, on va avoir ces mots-là. Alors, par exemple, c'est pas tous politiques, mais Bercy, par exemple. Quand on dit effectivement, Bercy a décidé de. Bercy, pour la plupart d'entre vous, c'est allumer le feu, ou bien c'est éventuellement une gare, ou bien c'est un quartier de Paris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, c'est un lieu familier plutôt sympa. Et évidemment, on évite de dire que c'est là que se trouve donc logée l'administration fiscale française, avec tous les ministres dépendants, évidemment, du ministre de l'économie et des finances. Donc Bercy, c'est le lieu des impôts, c'est le lieu des grands argentiers, c'est le lieu des choix budgétaires, c'est le lieu du ministre du budget, etc. Donc voilà, Bercy, c'est l'exemple même d'une ce qu'on appelle une métonymie. On prend la partie pour le tout, on prend un élément pour l'ensemble, et comme ça, il y a quelque chose d'assez sympathique et assez familier. Donc Bercy a décidé d'eux. On ne sait même pas si Bercy, c'est pas Winnie, si vous voulez, c'est un peu un personnage de dessin animé. Winnie est content, Bercy a décidé que finalement les cigarettes allaient augmenter. Merci Bercy. Charte de la laïcité. Vous voyez, ça aussi, ça va être très intéressant. Charte de la laïcité, en sachant bien que la plupart des gens qui vont dans les écoles où il y a une charte de la laïcité ne savent pas ce que c'est qu'une charte. On a déjà entendu des gens parler de la charte de la laïcité. Là, ça fait aussi un peu peur. Donc, charte de la laïcité, déjà expliquer à quelqu'un ce qu'est la laïcité, c'est compliqué, ça ne va pas de soi, c'est pas une notion simple. Alors, une charte de la laïcité, c'est de gros fumigène, ça veut dire on fait un truc solennel, important, tout le monde doit le voir, waouh, allumer le feu, il y a inverser la courbe. Et c'est vrai qu'il ne s'agit pas de dire qu'on va faire baisser la courbe du chômage. On dit inverser. C'est plus compliqué, voilà. Donc inverser, ça engage moins. Et attention, on n'inverse pas les chiffres, on inverse une courbe.
Inverser une courbe, c'est bizarre. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça signifie. Ça va être compliqué à visualiser. Il y a un vocabulaire politique qui est extrêmement ingénieux. Celui que je préfère, le mot que je préfère, mais il n'est pas dans cette année, il était dans les années précédentes, c'est le verbe. Je pense que Lénard qui a inventé ce mot-là, je le trouve magnifique. C'est l'adjectif, c'est le verbe dérembourser. Le déremboursement des médicaments. Faut quand même, c'est le terme qu'on emploie, effectivement. Il faut quand même être gonflé. Alors là, on est plutôt dans une partie du livre qui est destinée davantage à faire rire. Hein. Allô est quand même le nom, alors c'est pas Allô, c'est le nom mais Allô. Enfin, il y a tout qui c'est très difficile. Il y a quand même la voix de Nabila, il y a quand même son faciès aussi, quand même, la façon dont les traits bougent, hein, donc, qui est fondamentale. Ceci étant dit, le Allô, c'est Allô la Terre, ici la Lune, hein, donc Allô vous m'entendez, c'est pas stupide, hein, ça veut dire est-ce qu'on est connecté, est-ce qu'on se comprend, et ça c'est très intéressant, est-ce que vous comprenez Nabila, est-ce qu'on comprend Nabila, est-ce que Nabila comprend les autres, et donc évidemment cette question de la connexion est une question qui explique sans doute pourquoi Allô a eu beaucoup de succès. Alors le coup de balai, c'est évidemment les manifestations qui ont eu lieu il y a 6 mois, c'est très très violent un coup de balai, hein. Parce qu'on a dit que c'est un coup de balai quand vous avez eu les militants du Front de gauche qui sont sortis avec des balais. Bon. C'est pareil, ça fait sympa, ça fait rire. Mais le balai, c'est destiné à repousser la saleté. Vous voyez, quand vous dites effectivement à quelqu'un du balai, vous dites t'es de la saleté, t'es de la poussière, t'es de la crotte. D'accord ? Donc là, on est quand même dans quelque chose qui a l'air très sympathique. Le balai, c'est un objet complètement familier, voilà, aimable. Et d'une brutalité incroyable. Bitcher, alors, bitcher, c'est quand même très étonnant parce que voilà un mot qui est d'une vulgarité effrayante. En tout cas, le mot bitch est un mot qui, en anglais, est très très violent. C'est vraiment pas un mot neutre. Et alors, il est renversé. Et c'est là où, effectivement, il y a dans ces mots qui étonnent, il y a un étonnement, c'est devant la culture générale, si vous voulez. Parce que là, on peut parler de culture générale, mais bon, bitcher, ça veut dire faire la bitch. Hein, donc quand on dit qu'on a bitché quelqu'un, ça veut dire qu'on a fait la bitch à l'égard de cette personne, alors qu'a priori, bitcher, c'est destiné, enfin le mot bitch est destiné à désigner quelqu'un qu'on va dénigrer. On va dire X, c'est une bitch. Tandis qu'on ne va pas dire je suis moi une bitch, je vais faire la bitch avec toi. Et c'est quand même très très bizarre. Hein, donc je ne vais pas traduire parce que c'est quand même voilà, mais je pense que tout le monde comprend ce que ça signifie. Donc il y a un renversement là effectivement de l'usage d'un verbe qui était d'habitude objectif en verbe subjectif et qui relève d'une certaine forme de cynisme et de complaisance dans la cruauté assez intéressante. Les mots auxquels on a échappé, on échappe peut-être pas l'année prochaine. Première dame, évidemment. Première dame, il y a des choses formidables à écrire sur la notion de première dame. Bon, mais qu'est-ce qu'on a chez nous? La courtisane, favorite, mais on n'a pas première dame. C'est First Lady, la première dame. Donc évidemment, c'est vraiment très intéressant de s'apercevoir qu'on s'est aperçu qu'on donnait un statut à quelqu'un qui n'en avait pas, par une sorte de tradition qui était fondée sur rien. Et on s'en est aperçu parce que, effectivement, la personne qui en bénéficiait n'était pas mariée. Sinon, pourquoi on aurait pu s'en apercevoir avant? Il y a eu des premières dames avant. Évidemment là l'étonnement, c'est finalement, bah oui, finalement, cette femme, elle était pas mariée, elle n'a même pas eu à divorcer, elle a juste à lui dire au revoir. Et puis, c'est plus la première dame, c'est la dernière dame. Alors, la prochaine, ça va être la première dame. D'ailleurs, elle est nominée au César. On va voir si elle a le César. Julie Gaillet, César du meilleur second rôle, dans Quai d'Orsay. C'est intéressant quand même, tout ça. Mais c'est vrai, si on l'invente, on se dit c'est pas vrai, quelle imagination. Mais non, c'est vrai, c'est vrai. Quelqu'un que personne ne connaissait se retrouve effectivement, donc d'abord à défendre une marque de vêtements donc sous tous les murs de Paris en ce moment, et puis surtout effectivement donc à être nominée au César. Franchement, tant mieux pour elle. Mais vous voyez, première dame. Au fond, on n'a pas besoin d'avoir un bureau à l'Élysée pour être récompensé, on peut avoir tout simplement une certaine forme de notoriété. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre attention. Voilà la présentation rapide de ce petit livre.